colonie. Le major Lawrence Hall se pencha sur le microscope binoculaire et rectifia délicatement la mise au point. « Intéressant, murmura-t-il. N'est-ce pas ? Il y a 3 semaines que nous sommes sur cette planète et nous n'y avons encore trouvé aucune forme de vie nuisible. » Le lieutenant Friendly s'assit précautionneusement sur le rebord de la table, entre les récipients de culture biologique. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Pas de germes pathogènes, pas de poux, pas de mouches, pas de rats, pas de whisky ni de quartier chaud. Hall se redressa. Sacrée planète. J'étais sûre que cette soupe révélerait quelque chose comme l'Herbetella tipi que nous avons sur Terre, ou comme cette saloperie en forme d'hélice qu'on trouve dans les sables martiens. Et voilà que la planète entière est parfaitement inoffensive. Tu sais, je me demande si nous ne sommes pas tombés sur ce fameux jardin d'Éden d'où nos ancêtres ont été déchus. Jetés dehors, tu veux dire. Hall alla regarder par la fenêtre. Il fallait reconnaître que la planète offrait un spectacle séduisant. Forêts et collines, versants verdoyants tapissés de fleurs et de vignes. Cascades et grappes de mousse, arbres fruitiers, lacs et vastes étendues fleuries. On avait tout fait pour préserver la surface de la planète bleue, ainsi nommée 6 mois plus tôt, par le vaisseau éclaireur. Hall soupira. Oui, fameuse planète. Je ne demanderai pas mieux que d'y revenir un jour. Terra paraît un peu dénudée à côté. Friendly sortit ses cigarettes puis se ravisa. Tu sais, cet endroit a un drôle d'effet sur moi. Je ne fume plus. C'est sans doute dû à son aspect tellement pur, virginal. Je n'arrive ni à fumer, ni à jeter un seul papier sur terre. Impossible de se comporter en pique-niqueur ici. Oh, ceux-là se pointeront bien assez tôt, dit Hall, qui retourna à son microscope. Je vais encore faire quelques cultures. Je peux tomber sur un virus mortel. Bon courage, fit le lieutenant Friendly en sautant sur ses pieds. Je reviendrai voir si tu as eu plus de chance. Il y a une importante réunion en salle I. Ils sont quasiment prêts à donner le feu vert au CE pour la première fournée de colons. Les pique-niqueurs, Friendly ricana. J'en ai bien peur. La porte se referma derrière lui. Le bruit de ses bottes s'éloigna dans le couloir. Hall demeura seul dans le laboratoire. Pensif, il resta quelque temps immobile, puis retira la lamelle du plateau du microscope, en choisit une nouvelle et la présenta à la lumière afin d'en lire les graduations. Le laboratoire était calme et baigné de chaleur. Le soleil entrait à flots par la baie vitrée. Au dehors, les arbres se balançaient doucement au vent. Il sentit ses paupières s'alourdir. « Ouais, les pique-niqueurs, grommela-t-il en mettant la lamelle en place. Tous prêts à venir abattre les arbres, arracher les fleurs, cracher dans les lacs, brûler l'herbe, sans même un banal virus genre rhume pour les... » Il s'interrompit et émit un son rauque. Les oculaires du microscope venaient de s'entortiller autour de son cou et cherchaient à l'étrangler. Hall essaya de les détacher, mais ils se refermaient inexorablement sur sa trachée artère, comme les 2 mâchoires d'un piège en acier. Il jeta l'instrument par terre et bondit sur ses pieds. L'objet revint à toute allure vers lui et s'accrocha à sa jambe. Hall lui expédia un coup de pied et dégaina son éclateur. Le microscope détala en roulant sur ses molettes de réglage. Hall fit feu. La chose disparut dans un nuage de particules métalliques. Bonté divine! Les jambes coupées, Hall s'assit et s'épongea le visage. Qu'est-ce que... Il se massa la gorge. Qu'est-ce que c'était que ce truc? La salle du conseil était pleine à craquer. Tous les officiers de l'unité Planète Bleue étaient présents. La commandante Stella Morrison tapota la grande carte de contrôle du bout de sa longue règle plate. La zone plane et étirée que vous voyez ici serait l'endroit idéal pour la ville elle-même. Elle est à proximité d'un point d'eau
et les conditions climatiques sont suffisamment variées pour fournir un sujet de conversation aux colons. Il y a d'importants gisements de minéraux divers. Ils pourront implanter leurs propres usines, ce qui leur évitera de devoir tout importer. Et voici la plus grande forêt de la planète. S'ils ont un tant soit peu de bon sens, ils la laisseront tranquille. Mais s'ils veulent la transformer en journaux, ça les regarde. Elle promena son regard sur les hommes qui l'écoutaient en silence. Soyons réalistes. Certains d'entre vous jugent préférable de ne pas donner le feu vert au comité d'émigration et de garder cette planète pour nous. Croyez-moi, cela me plairait tout autant qu'à vous. Mais nous ne ferions que nous attirer des ennuis. Nous ne sommes pas chez nous ici. Nous sommes venus accomplir un travail bien précis, après quoi il faudra aller ailleurs. Et ce travail est presque achevé maintenant. Par conséquent, oublions tout cela. Il ne nous reste qu'à émettre le signal convenu et commencer à plier bagages. « Avons-nous le compte-rendu bactériologique du labo ?» demanda le colonel Wood. « On s'en occupe tout particulièrement, bien sûr. Mais aux dernières nouvelles, on n'a toujours rien trouvé. Je crois qu'on peut contacter le CE. Qu'ils envoient un vaisseau pour nous rapatrier et débarquer la première fournée de colons. Il n'y a aucune raison de... » Elle s'interrompit. Un murmure s'enflait dans la salle. Des têtes se tournèrent vers la porte. La commandante Morrison fronça les sourcils. « Major Hall, dois-je vous rappeler que lorsque le conseil tient séance, nul n'est autorisé à l'interrompre ?» Hall oscillait sur place en se retenant à la poignée de la porte. Il promena un regard absent sur l'assistance. Enfin, ses yeux vitreux tombèrent sur le lieutenant Friendly, assis à mi-chemin du bout de la pièce. « Viens voir !» lui dit-il d'une voix rauque. « Moi ?» Friendly se tassa dans son siège. « Que signifie ceci, Major ?» tempêta le colonel Wood. « Êtes-vous ivre ou... » puis avisant l'éclateur. « Qu'est-ce qui ne va pas, Major ?» Alarmé, Friendly se leva et alla saisir Hall par l'épaule. « Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il ?»« Viens au labo. »« Tu as trouvé quelque chose ?» Le lieutenant observa le visage figé de son ami. « Qu'y a-t-il ?»« Viens, je te dis. » Hall partit dans le couloir, Friendly sur ses talons, puis poussa la porte du laboratoire et entra avec circonspection. « Alors, de quoi s'agit-il » insista Friendly. « De mon microscope. »« Ah oui ? Qu'est-ce qu'il a ?» Friendly se faufila derrière lui et entra à son tour. « Je ne le vois pas. »« Il n'est plus là. »« Comment ça ? » ?»« Je l'ai fait sauter. »« Quoi ?» Friendly le regarda. « Je ne saisis pas. Pourquoi ?» Hall ouvrit et referma la bouche sans pouvoir émettre un son. « Tu te sens bien ?» s'enquit anxieusement Friendly, qui se baissa pour dégager une boîte en plastique noir d'une étagère sous la table. « Dis donc, c'est une plaisanterie ou quoi ?» Il sortit le microscope de Hall de la boîte. « Pourquoi dis-tu que tu l'as fait sauter ? Il est là, à sa place. »« Et maintenant, dis-moi ce qui se passe. Tu as vu quelque chose sur une lamelle ? Une bactérie quelconque, mortelle, toxique ?» Hall s'approcha lentement du microscope. C'était bien le sien. Il avait une éraflure juste au-dessus du réglage fin, et l'une des pinces du plateau était légèrement tordue. Il l'effleura du bout des doigts. Il n'y avait pas 5 minutes que ce microscope avait essayé de le tuer, et il savait pertinemment qu'il l'avait réduit en miettes. « Tu as peut-être besoin d'un psychotest, non ?» s'inquiéta Friendly. « Tu m'as l'air post-traumatisé. Sinon, pire. » « Peut-être, » marmonna Hall. Le robot psychotesteur ronronnait en intégrant et gestaltant les données. Enfin, ses voyants passèrent du rouge au vert. « Alors ?» demanda Hall. « Perturbation grave. Taux d'instabilité supérieur à 10. » Le seuil de risque est dépassé ? Oui, il est fixé à 8. 10, c'est exceptionnel, surtout pour quelqu'un de votre indice. D'habitude, vous atteignez tout juste 4.
Hall hocha la tête avec lassitude. Je sais. Si vous pouviez me fournir plus de données, Hall serra les mâchoires. Je ne peux pas vous en dire plus. Il est illégal de dissimuler des informations lors d'un psychotest, s'offusqua la machine. En agissant ainsi, vous déformez sciemment mes conclusions. Hall se leva. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais vous notez quand même un déséquilibre élevé. Le facteur de désorganisation psychique est très important chez vous. Mais quelles en sont la cause et la signification, cela, je ne saurais le dire. Merci. Hall débrancha le testeur et regagna ses quartiers. La tête lui tournait. Avait-il perdu la raison ? Il avait bien tiré sur quelque chose, tout de même. Après, il avait testé l'atmosphère du laboratoire et relevé la présence de particules métalliques en suspension, surtout à l'endroit où il avait tiré sur le microscope. Mais comment croire à une chose pareille ? Un microscope qui s'animait et tentait de le tuer. Quoi qu'il en soit, c'était bien le même que Friendly avait ensuite ressorti intact de sa boîte. Alors comment l'avait-il réintégré ? Hall ôta son uniforme et passa sous la douche. Tandis que l'eau chaude coulait sur son corps, il réfléchit. Le psychotesteur avait montré que son esprit était gravement perturbé. Mais ce pouvait être le résultat, et non la cause, de ce qu'il avait vécu. Il avait voulu en parler à Friendly, mais s'était ravisé. Comment espérer convaincre quiconque avec une histoire pareille ? Il ferma le robinet et tendit la main pour prendre une des serviettes qui pendaient sur le porte-serviette. Elle s'entortilla autour de son poignet et l'attira violemment contre le mur. Le tissu éponge se colla sur sa bouche et son nez. Il se débattit sauvagement. Brusquement, la serviette mollit. Il tomba, heurta le mur de la tête et vit 36 chandelles. Suivit une violente douleur. Assis dans une mare d'eau tiède, Hall leva les yeux vers le porte-serviette. La coupable était là, inerte, à côté des autres. 3 serviettes identiques, alignées et parfaitement immobiles. Avait-il donc rêvé ? Il se remit péniblement sur ses pieds en se frottant la tête. Évitant avec soin le porte-serviette, il sortit prudemment de la douche et gagna sa chambre, où il tira une nouvelle serviette du distributeur avec un luxe de précaution. Elle lui parut normale. Il se sécha et entreprit de se rhabiller. Son ceinturon se noua autour de sa taille et la serra à lui couper le souffle. Il était solide et pourvu de chaînons en métal renforcés, destinés à supporter ses jambières et son arme. En silence, Hall et le ceinturon roulèrent au sol, chacun luttant pour prendre le dessus. L'objet le fouettait sans relâche et se comportait comme un véritable serpent métallique enragé. Hall parvint enfin à mettre la main sur son éclateur. Le ceinturon lâcha prise immédiatement. Il le pulvérisa aussitôt et, cherchant son souffle, se laissa tomber dans un fauteuil. Les bras du fauteuil se refermèrent sur lui, mais cette fois, l'arme était prête. Il dut faire feu 6 fois avant que le fauteuil mollisse et le laisse s'échapper. Haletant, à demi dévêtu, il resta immobile au milieu de la chambre. « Mais ce n'est pas possible, murmura-t-il. Je deviens fou. » Enfin, il enfila ses jambières et ses bottes et sortit dans le couloir désert. Il prit l'ascenseur pour le dernier étage. La commandante Morrison leva les yeux de son bureau au moment où Hall traversait le robot écran de sécurité, qui émit un signal sonore. « Vous êtes armé, dit-elle sur un ton accusateur. Hall baissa les yeux sur son éclateur et le posa sur le bureau. « Excusez-moi. Que voulez-vous ? Qu'est-ce qui vous prend ? J'ai ici le compte-rendu de la machine à tester. Il indique que vous avez atteint le facteur 10 ces dernières 24 heures. » Elle le dévisagea avec intensité. « Ça fait longtemps qu'on se connaît, Laurence. Que vous arrive-t-il donc ?» Hall lâcha un profond soupir. « Stella, en début de journée, mon microscope a essayé de m'étrangler. » Les yeux bleus de la commandante s'écarquillèrent. « Quoi ?»
Puis, comme je sortais de la douche, une serviette de bain a essayé de m'étouffer. Je m'en suis tirée, hein, mais quand j'ai voulu m'habiller, c'est mon ceinturon qui... Il se tut. La commandante s'était levée. « Garde !» appela-t-elle. « Attendez, Stella !» Il fit un pas vers elle. « Écoutez-moi, c'est sérieux. Vous ne devez pas vous en faire. Mais à 4 reprises, des objets ont essayé de me tuer. Des objets anodins, qui soudain deviennent mortels. Peut-être est-ce là ce que nous cherchions. Si ça se trouve, votre microscope a voulu vous tuer. Il s'est animé, ses branches m'ont saisi à la gorge. » Un long silence, puis... « Y a-t-il des témoins ?»« Non. »« Qu'avez-vous fait ?»« Je l'ai pulvérisé. »« Reste-t-il des débris ?»« Non !» convint Hall à contre-cœur. « En fait, il semble même intact, inchangé. Il est de nouveau à sa place dans sa boîte. »« Je vois. » Le commandant fit un signe de tête aux 2 gardes qui avaient répondu à son appel. « Conduisez le major Hall au capitaine Taylor, qu'il soit mis aux arrêts jusqu'à son renvoi sur Terra pour examen. » Elle regarda imperturbable les 2 hommes emprisonner les bras de Hall à l'aide de grappins magnétiques. « Désolé, major. Tant que vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites, je dois partir du principe qu'il s'agit d'une projection psychotique de votre part. Et cette planète n'est pas assez bien surveillée pour que nous nous permettions d'y laisser un déséquilibré en liberté. Vous pourriez causer beaucoup de dégâts. » Les gardes l'entraînèrent vers la porte. Il se laissa faire sans protester. Ses oreilles carillonnaient. Peut-être la commandante avait-elle raison. Peut-être était-il déséquilibré. Ils arrivèrent devant les bureaux du capitaine Taylor. Un des gardes sonna. « Qui est là ?» demanda la porte-robot d'une voix aiguë. « La commandante Morrison ordonne que cet homme soit remis au capitaine. » Une pause hésitante, puis... « Le capitaine est occupé. »« Il s'agit d'une urgence. » On entendit cliqueter les mécanismes du robot qui finit par se décider. « C'est la commandante qui vous envoie ?»« Oui, ouvrez. »« Vous pouvez entrer. » concéda finalement le robot en débloquant la porte. Un des gardes la poussa, puis s'immobilisa. Le capitaine Taylor gisait au sol, le visage cyanosé, les yeux exorbités. Seule sa tête et ses pieds étaient visibles. Il était pris dans l'étreinte d'une carpette rouge et blanche qui le comprimait de plus en plus fort. Hall se laissa tomber à genoux et tira sur le tapis. « Vite !» aboya-t-il. « Attrapez-le !» Les 3 hommes tirèrent ensemble. Le tapis résista. « Au secours !» cria faiblement Taylor. « Nous faisons de notre mieux. » Ils tirèrent frénétiquement et le tapis finit par céder. Il se dirigea en ondulant vers la sortie. Un des gardes le pulvérisa. Hall courut au vide-écran et, d'une main tremblante, composa le numéro de la commandante, dont le visage apparut sur l'écran. « Vous voyez !» haleta-t-il. Elle tourna les yeux vers Taylor qui gisait derrière lui sur le sol, entre les 2 gardes agenouillés qui n'avaient pas encore regainé leurs pistolets. « Que s'est-il passé ?» « Il a été attaqué par un tapis, » fit Hall avec un sourire sans joie. « Alors, je suis toujours fou ?»« On vous envoie une unité de garde. » Elle sia. « Immédiatement. Mais comment ? Dites-leur de se tenir prêt à tirer. Et vous feriez mieux de donner l'alerte générale. » Hall déposa 4 objets sur le bureau de la commandante. Un microscope, une serviette, une ceinture métallique et un petit tapis rouge et blanc. Elle s'écarta, mal à l'aise. « Major, vous êtes sûr que... » « Ils sont redevenus normaux. C'est bien ça le plus étrange. Cette serviette-là. Voilà quelques heures, elle a essayé de me tuer. Je m'en suis tirée en la pulvérisant. Et la voici de retour, exactement comme avant. Inoffensive. » Le capitaine Taylor tâta avec précaution la carpette rouge et blanche.
Je l'ai amené de Terra. Ma femme me l'avait donné. Je lui faisais entièrement confiance. » Ils s'entre-regardèrent. « Nous avions aussi pulvérisé le tapis, » précisa Hall. Un silence. « Alors, qu'est-ce qui m'a attaqué ?» s'enquit le capitaine Taylor. « Si ce n'était pas lui. »« Ça y ressemblait, hein, » prononça Hall lentement. « Comme ce qui m'a attaqué ressemblait à cette serviette. » La commandante Morrison éleva la serviette dans la lumière. « C'est une serviette ordinaire. Impossible qu'elle vous ait agressé. » « Bien sûr, convint Hall. Nous avons soumis ces objets à tous les tests possibles et imaginables. Ils sont exactement ce qu'ils sont censés être. Rien n'a changé en eux. Ce sont des objets inorganiques parfaitement stables. Il est impossible qu'aucun d'entre eux ait pu s'animer et nous attaquer. »« Pourtant, l'agression a bel et bien eu lieu, » dit Taylor. « Et si ce n'était pas ce tapis, alors quoi ?» Le lieutenant Dodds chercha à tâtons ses gants sur la commode. Il était pressé. Son unité tout entière devait se rassembler d'urgence. « Où ai-je bien pu... Nom de nom !» murmura-t-il soudain. Car sur le lit se trouvaient côte à côte 2 paires de gants identiques. Dodds fronça les sourcils et se gratta la tête. Comment était-ce possible ? Il n'en possédait pourtant qu'une paire. La deuxième devait appartenir à quelqu'un d'autre. Peut-être à Bob Weasley, qui était venu jouer aux cartes la veille. Il avait pu l'oublier. Le vide-écran se ralluma. « Appel à tout le personnel. Rassemblement général d'urgence. Rassemblement général d'urgence. »« Ça vient !» grommela Dodds impatient. Il enfila une des paires de gants. Aussitôt, ils forcèrent ses mains à descendre vers sa taille et refermèrent ses doigts sur la crosse de son pistolet avant de le sortir de sa gaine. « Sapristi !» s'exclama Dodds. Alors les gants relevèrent l'éclateur en le pointant sur sa poitrine. Les doigts appuyèrent sur la détente. Un rugissement. La moitié de sa poitrine partit en fumée. Le reste de son corps s'affaissa lentement, la bouche encore béante de stupéfaction. Dès qu'il entendit la plainte de la sirène d'alarme, le caporal Tenner traversa la cour en toute hâte en se dirigeant vers le bâtiment principal. Là, il s'arrêta pour ôter ses bottes cloutées. Puis il fronça les sourcils. Il y avait 2 paillassons de sécurité au lieu d'1. Oh, et puis quelle importance! Ils étaient identiques. Tenner posa les 2 pieds sur un paillasson et attendit. L'objet émit un courant à haute fréquence dans ses jambes, tuant par la même occasion toutes les spores ou autres graines qui auraient pu s'accrocher à lui pendant son séjour à l'extérieur. Cela fait, il pénétra dans le bâtiment. Un moment plus tard, ce fut le tour du lieutenant Fulton de se présenter à la porte avec la même précipitation. Il ôta d'un coup sec ses bottines de marche et posa les pieds sur le premier paillasson qu'il aperçut. Celui-ci se replia sur ses pieds. « Hé !» s'écria Fulton. « Lâche-moi !» Il essaya de dégager ses pieds, mais le paillasson refusa de céder. Fulton prit peur et sortit son pistolet, mais il ne tenait pas à se tirer dans les pieds. « Au secours !» s'écria-t-il. 2 soldats arrivèrent en courant. « Qu'y a-t-il, lieutenant ?»« Enlevez-moi cette saleté !» Les soldats se mirent à rire. « Ce n'est pas une plaisanterie, reprit Fulton, en pâlissant subitement. Ce truc me broie les pieds, ça me... » Alors, il se mit à hurler. Les soldats agrippèrent frénétiquement le paillasson. Fulton tomba et se mit à se contorsionner en poussant de grands cris. En définitive, les soldats réussirent à décoller un coin de paillasson. Mais Fulton n'avait plus de pieds. Il ne lui restait que des moignons à moitié dissous. « Maintenant, nous sommes fixés, » dit gravement Hall. « Il s'agit d'une forme de vie organique.
La commandante s'adressa au caporal Ténère. « Avez-vous remarqué 2 paillassons en entrant ?»« Oui, mon commandant. J'ai marché sur un des 2 et je suis entré. »« Vous avez eu de la chance. Vous avez mis les pieds sur le bon. »« Il faut être prudent, dit Hall. Nous méfier des doublons. Apparemment, cette chose imite tout ce qu'elle trouve. Comme un caméléon. C'est du mimétisme. »« Les doublons, » murmura Stella Morrison en regardant 2 vases de fleurs posés à chaque extrémité de son bureau. « Ils ne vont pas être faciles à détecter. 2 serviettes, 2 vases, 2 chaises. Il y a des tas d'objets irréprochables qui existent tout de même en plus d'un exemplaire, avec un doublon hostile parmi les répliques légitimes. » C'est bien le problème. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel au labo. Un microscope de plus, ça n'a rien d'insolite. Ça se fond dans l'ensemble. La commandante s'éloigna des 2 vases identiques. Et ces 2-là, peut-être y en a-t-il un sur les 2 qui... Beaucoup de choses vont par 2. Par paire naturelle, hein. Les bottes, certains vêtements, certaines pièces de mobilier. Je n'avais jamais remarqué ce siège supplémentaire dans ma chambre. Et tout le matériel. Comment acquérir chaque fois une certitude ? Il y a des circonstances où le vide-écran s'alluma, affichant les traits du colonel Woods. « Stella, on a une autre victime. »« Qui est-ce cette fois ?» Un officier s'est entièrement dissous. Il n'en reste que quelques boutons et un pistolet éclateur. C'est le lieutenant Dodds. « Ça fait donc 3, dit la commandante. Si la chose est inorganique, il doit y avoir un moyen de la détruire, marmotta Hall. On en a déjà pulvérisé quelques-uns, apparemment avec succès. Donc ils sont bien vulnérables. Mais nous ne savons pas combien ils sont. On en a détruit 5 ou 6. Peut-être s'agit-il d'une substance divisible à l'infini, une espèce de protoplasme. Et entre-temps, nous sommes à sa merci, hein, ou à leur merci. La voilà, la forme de vie virulente que nous cherchions. Cela explique que toutes les autres soient inoffensives. Rien ne peut rivaliser avec une créature pareille. Nous avons nous aussi nos formes de vie mimétiques, bien sûr, chez les insectes, les plantes, sans parler de la limace vénusienne. Mais rien qui puisse se comparer à cela. Pourtant, on peut les tuer, ces choses. Vous l'avez dit vous-même. Donc, nous avons une chance. Si on parvient à les détecter, dit Hall en parcourant la pièce du regard. Il y avait 2 tenues d'expédition accrochées près de la porte. Y en avait-il toujours eu 2 ? Il se frotta le front d'un air las. Il faut chercher un agent toxique ou corrosif qui les détruise en bloc. On ne peut pas rester les bras croisés à attendre qu'ils nous attaquent. Mettons au point une substance à vaporiser. C'est comme ça qu'on s'est débarrassé des limaces hélicoïdales. La commandante fixait un point situé derrière lui. Il se retourna. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'avais pas vu qu'il y avait 2 porte-documents dans le coin, là-bas. Il n'y en avait qu'un, je crois. Perplexe, elle secoua la tête. Comment les reconnaîtrons-nous ? Cette histoire me démoralise. Vous avez besoin d'un petit remontant. Son visage s'éclaira. C'est une idée, mais... Mais quoi ? Je ne veux rien toucher. On ne peut jamais savoir. Elle tripota nerveusement le pistolet suspendu à sa taille. J'ai tout le temps envie de m'en servir, contre tout et n'importe quoi. C'est une réaction de panique. Il est vrai que nous sommes victimes de ces choses les uns après les autres. Le capitaine Unger reçut le signal d'alarme dans ses écouteurs. Il cessa net son travail, entassa dans ses bras les spécimens qu'il avait recueillis et se hâta vers son véhicule, le baquet, comme il disait. Ce dernier était garé plus près que dans son souvenir. Unger s'arrêta, tout étonné. C'était pourtant le même petit baquet conique qui semblait l'attendre, la portière ouverte et les chenilles fermement plantées dans le sol meuble. Unger se remit promptement en route
tout en ménageant ses spécimens. Il déposa sa récolte dans la malle arrière, puis il se glissa aux commandes. Il mit le contact, mais le moteur ne voulut rien savoir. Bizarre. Alors qu'il essayait de comprendre, il fit une découverte qui lui causa un choc. À une centaine de mètres, au milieu des arbres, se trouvait un autre baquet identique. Et c'était bien là qu'il se souvenait avoir garé le sien. Mais oui, il s'était trompé de véhicule. Quelqu'un d'autre était venu ramasser des spécimens et ce baquet lui appartenait. Unger voulut ressortir. La porte se referma sur lui. Le siège se replia par-dessus sa tête. Le tableau de contrôle mollit et se mit à suinter. Unger s'étrangla. Il suffoquait. Il tenta désespérément de se libérer en se contorsionnant et en battant des bras. Il baignait dans une humeur tiède, mouvante et parcourue de bulles. Gloub. Sa tête fut submergée. Puis son corps. Le baquet se liquéfiait. Il voulut libérer ses mains, mais elles étaient immobilisées. C'est alors que vint la douleur. Il était en train de se dissoudre. Il comprit aussitôt de quelle humeur il s'agissait. Un acide, du suc digestif. Il se trouvait dans un estomac. « Ne regarde pas !» s'écria Gail Thomas. « Pourquoi ?» Le caporal Hendrix vint vers elle à la nage, souriant. « Pourquoi ne dois-je pas regarder ?»« Parce que je vais sortir. » Le soleil dardait ses rayons sur le lac, miroitant au gré des vaguelettes. Tout autour se dressaient de grands arbres tapissés de mousse, tels de hauts piliers muets parmi les luxuriantes plantes grimpantes et autres buissons en fleurs. Gail regagna la rive et s'ébroua en rejetant en arrière les cheveux qui lui tombaient dans les yeux. La forêt était silencieuse. On n'entendait que le clapotis des vagues. Ils étaient bien loin de leur camp. « Je peux regarder ?» s'enquit Hendrix, qui tournait en rond dans l'eau, les yeux fermés. « Bientôt !» Gail se fraya un chemin parmi les arbres jusqu'à l'endroit où elle avait laissé son uniforme. Le soleil caressait ses épaules et ses bras nus. Elle s'assit dans l'herbe et ramassa sa tunique et ses jambières. Elle les brossa pour ôter les feuilles et les débris d'écorce et voulut enfiler sa tunique. Dans l'eau, le capitaine Hendrix attendait patiemment en décrivant toujours des cercles. Le temps passa. On n'entendait plus rien. Il rouvrit les yeux. Pas de trace de Gail. « Gail ?» appela-t-il. Silence total. « Gail ?» Pas de réponse. Hendrix nagea rapidement vers la rive et sortit de l'eau. D'un bond, il retrouva son uniforme bien plié au bord du lac et s'empara de son éclateur. « Gail !» Silence dans les bois. Il regarda autour de lui, le front barré d'un pli soucieux. Peu à peu, un sinistre pressentiment le glaça malgré la chaleur du soleil. « Gail ! Gail !» Seul le silence lui répondit. La commandante Morrison était inquiète. « Il faut agir, dit-elle, et vite. 10 vies perdues déjà sur 30 incidents en tout. Un tiers, c'est un pourcentage trop élevé. » Hall leva les yeux de son travail. « En tout cas, maintenant, on sait à quoi on a affaire. Une forme de protoplasme dotée d'une faculté d'adaptation sans limite. » Il souleva le pulvérisateur. « Ceci nous donnera une idée de leur nombre. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« De l'arsine, un composé gazeux d'arsenic et d'hydrogène. Qu'allez-vous en faire ?» Hall verrouilla son casque. La commandante percevait désormais sa voix par le truchement de ses écouteurs. « Asperger tout le laboratoire, » répondit-il. « Je crois qu'ils y pullulent plus qu'ailleurs. » « Pourquoi ?» « C'est là qu'on a déposé les spécimens recueillis. Là que je suis tombée sur le premier d'entre eux. Je crois qu'ils sont entrés avec les échantillons, ou en tant qu'échantillons, et qu'ils se sont ensuite infiltrés dans le reste des bâtiments. » La commandante verrouilla son casque et ses 4 gardes firent de même. « L'arsine est mortelle pour les êtres humains, n'est-ce pas ?» Hall acquiesça. «
Il faut être très prudent. On peut s'en servir ici à petite échelle, mais pas plus. Il régla le débit d'oxygène de son casque. Que va démontrer votre expérience ? Voulut-elle savoir. Au minimum, on aura une idée du nombre d'éléments infiltrés. On saura un peu mieux à quoi s'en tenir. C'est peut-être plus grave qu'on ne le croit. Comment cela ? Demanda-t-elle, en réglant l'arrivée d'oxygène de son casque. L'unité Planète Bleue compte 100 habitants. Pour le moment, la pire perspective est que ces choses nous éliminent tous les uns après les autres. Mais ça, ce n'est rien. Des unités de 100 personnes, il en disparaît une par jour. C'est un risque à courir quand on veut être les premiers à se poser sur une planète. En dernière analyse, ce n'est pas cela qui compte. Alors qu'est-ce qui compte pour vous ? Si ces choses sont réellement divisibles à l'infini, il faudra y réfléchir à 2 fois avant de repartir. Il vaudrait encore mieux rester ici et se faire avoir un par un que de courir le risque d'en rapporter une dans le système solaire. Elle le regarda. Et c'est ça que vous essayez de déterminer ? Si elles sont divisibles à l'infini ? J'essaie de savoir à quoi on a affaire. Peut-être ne sont-elles qu'une poignée. Peut-être au contraire y en a-t-il partout. D'un geste large, il engloba tout le labo. Si ça se trouve, la moitié de ce qu'on voit dans cette pièce n'est pas ce qu'on croit. Elles sont terribles quand elles attaquent, mais ce serait pire encore si elles n'attaquaient pas. Comment cela ? Demanda la commandante, interloquée. Elles font preuve d'un mimétisme parfait. Vis-à-vis des objets inorganiques, en tout cas. Il y en a une dont je me suis servie, Stella, alors qu'elle imitait mon microscope à mon insu. Elle avait le même pouvoir d'agrandissement, d'ajustement et de réflexion qu'un microscope normal. Il s'agit d'une forme de mimétisme qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ça va beaucoup plus loin que les apparences, jusqu'à la structure moléculaire de l'objet imité. Vous voulez dire qu'une de ces créatures pourrait voyager clandestinement avec nous jusque sur Terra ? Sous la forme d'un vêtement ou d'un instrument de laboratoire ? Fit-elle en frissonnant. On part du principe qu'il s'agit d'une sorte de protoplasme. Cette malléabilité sous-entend plutôt une forme originale simple, ce qui laisse à son tour supposer un mode de reproduction par scission binaire. Auquel cas, il n'y a pas de limite à leur capacité reproductrice. D'autre part, leurs propriétés dissolvantes me font penser aux protozoaires. Croyez-vous qu'elles sont intelligentes ? Je ne sais pas. J'espère que non. Hall éleva le vaporisateur. Avec ça, nous connaîtrons leur nombre, ce qui, dans une certaine mesure, corroborera mon hypothèse. Elles sont assez élémentaires pour se reproduire par simple division, ce qui constitue d'ailleurs la pire des éventualités, de notre point de vue. Bon, allons-y, termina-t-il. Il tint le vaporisateur serré contre lui et appuya sur le poussoir en promenant lentement le bec tout autour du laboratoire. La commandante et les gardes se tenaient en silence derrière lui. Rien ne bougea. Le soleil entrait par les vitres et se reflétait dans les bacs à culture et les divers instruments. Au bout d'un moment, Hall cessa de vaporiser. « Je n'ai rien vu, » fit la commandante. « Vous êtes sûr que ça a eu un effet quelconque ?» L'arsine est incolore. Surtout, n'ouvrez pas votre casque. C'est un gaz mortel. Et ne bougez pas. Ils attendirent, immobiles. Pendant un moment, il ne se passa rien. Puis... « Bon sang !» s'exclama la commandante. À l'autre bout du laboratoire, un casier s'était brusquement mis à osciller. Puis il tangua sur la table, tout suintant, et finit par perdre totalement sa forme et se muer en une masse gélatineuse homogène. Brusquement, il dégoulina par terre en tremblotant. « Là-bas !» Un bec benzène fondait et coulait à son tour. Tout autour de la pièce, les objets entraient en mouvement. Une grande cornue se replia sur elle-même pour former un bloc compact. Puis vint le tour d'une rangée d'éprouvettes, suivie par toute une étagère de produits chimiques. « Attention !» s'écria Hall en reculant. Une bonbonne ventrue s'écrasa à ses pieds avec un bruit mou.
C'était bien une grosse cellule simple. Il en distinguait le noyau, la membrane, les vacuoles solides en suspension dans le cytoplasme. Pipettes, pinces, mortier, tout se liquéfiait. La moitié du matériel contenu dans la pièce se mouvait d'une manière ou d'une autre. Les créatures avaient imité presque tout ce qu'il y avait à imiter. Chaque microscope avait son sosie, comme d'ailleurs les tubes à essai, les bocaux, les bouteilles et autres flacons. Un des gardes avait dégainé son arme. Hall la lui fit tomber des mains. « Ne tirez pas, l'arsine est inflammable. Filons d'ici, nous sommes fixés maintenant. » Ils ouvrirent en hâte la porte du laboratoire et sortirent dans le couloir. Hall claqua la porte derrière lui et la verrouilla soigneusement. « C'est grave, n'est-ce pas ?» demanda la commandante. « Nous n'avons aucune chance. L'arsine les a perturbés, en quantité suffisante, elle pourrait même les tuer. Mais nous n'en avons pas assez. Et si nous en inondions la planète, nous ne pourrions plus nous servir de nos pistolets. Et si on fuit ? On ne peut pas prendre le risque d'en emporter avec nous. Mais si nous restons ici, nous serons absorbés, dissous, l'un après l'autre, protesta la commandante. Nous pourrions nous faire envoyer de l'arsine ou un autre toxique, mais cela anéantirait la quasi-totalité de la vie sur cette planète. Il ne resterait pas grand-chose. Alors il faut anéantir toutes les formes de vie. S'il n'y a pas d'autre solution, on doit passer la planète au feu, même si c'est pour laisser derrière nous un monde mort. Ils s'entre-regardèrent. « Je vais appeler Centrale, » dit la commandante. « Mettre l'unité hors de danger, ou du moins ce qu'il en reste. Cette pauvre fille, près du lac. » Elle frissonna. « Une fois loin d'ici, nous trouverons le moyen de nettoyer cette planète. » Vous prendriez le risque d'en ramener sur Terra ? Peuvent-elles nous imiter, nous, des créatures vivantes, des formes de vie évoluées ? Hall réfléchit un instant. Apparemment, non. Elle semble se limiter aux objets inorganiques. La commandante eut un sourire sans joie. Alors, nous partirons sans rien emmener d'inorganique. Et les vêtements, puisqu'elles peuvent imiter les ceintures, les gants, les bottes ? Nous ne les prendrons pas. Nous rentrerons sans rien. Et j'entends rien du tout. Je vois, dit Hall. Il réfléchit. Ça peut marcher, mais pourrez-vous convaincre le personnel d'abandonner toutes ces affaires ? Si leur vie est en jeu, oui. Je peux leur en donner l'ordre. C'est peut-être notre seule chance de nous en sortir. Le croiseur le plus proche, et assez vaste pour rapatrier les membres de l'expédition, se trouvait à peine à 2 heures de là. Il faisait route vers Terra. La commandante Morrison leva les yeux du vide-écran. « Ils veulent savoir ce qui ne va pas. » « Laissez-moi leur parler. » Hall prit place devant l'écran et se trouva confronté aux traits épais et aux galons dorés d'un commandant de bord. « Major Lawrence Hall, section recherche de l'expédition. »« Commandant Daniel Davis. » L'officier l'observa, imperturbable. « Vous avez des ennuis ?» Hall hésita. « Je préférerais ne rien dire avant d'être à bord si vous n'y voyez pas d'inconvénient. »« Pourquoi ? » ?»« Vous allez déjà nous croire assez fous. Nous discuterons de tout cela une fois à bord. » Il hésita. « Nous allons embarquer complètement nus. » L'autre haussa les sourcils. « Nus ? » ?»« C'est ça. »« Je vois. » Mais de toute évidence, il ne voyait rien du tout. « Quand pouvez-vous être là ? » ?»« Dans 2 heures environ, je pense. » »« Il est 13h heure locale, vous serez donc là vers 11h. » »« À peu près, » convint le commandant. « Nous serons prêts. Ne laissez pas sortir vos hommes. N'ouvrez qu'un seul sas. Nous monterons à bord sans équipement d'aucune sorte. Il n'y aura strictement que nous. Dès que nous serons à bord, décollez immédiatement. » Stella Morrison se pencha sur le vide-écran. « Commandant, serait-il possible de demander à vos hommes de... »
Nous nous poserons en pilotage automatique, lui assura-t-il. Il n'y aura pas un seul homme sur le pont. Personne ne vous verra. Merci, murmura-t-elle. De rien, Davis salua. Eh bien, à dans 2 heures, commandant. Faisons sortir tout le monde sur le terrain d'atterrissage, proposa la commandante Morrison. Ils devront ôter leurs vêtements ici afin qu'aucun objet n'entre en contact avec le vaisseau. Hall la regarda bien en face. Il faut en passer par là. C'est une question de vie ou de mort. Le lieutenant Friendly se mordit les lèvres. Je refuse, je reste. Vous devez venir avec nous. Mais Major... Hall regarda sa montre. Il est 14h50. Le vaisseau sera là d'1 minute à l'autre. Déshabillez-vous et rendez-vous sur le terrain d'atterrissage. Ne puis-je vraiment rien emporter ? Rien. Pas même votre pistolet. On vous donnera des vêtements à bord. Allez, votre vie en dépend. Tout le monde le fait. Friendly tirailla à contre-cœur sur sa chemise. C'est vrai, je me comporte comme un idiot. Le vide-écran cliqueta. Une voix robotisée lança d'une voix suraiguë. Tout le monde dehors! Tout le monde sur le terrain! Immédiatement! Tout le monde! Déjà? Hall courut à la fenêtre et souleva le store métallique. Je ne l'ai pas entendu atterrir. Au milieu du terrain d'atterrissage se dressait un long croiseur spatial de couleur grisâtre, à la coque cabossée et érodée par les météorites. Immobile, il attendait. On n'y distinguait pas le moindre signe de vie. Une cohorte de gens nus s'y dirigeait déjà avec hésitation, clignant des yeux sous l'aveuglant soleil. Ils sont là. Hall arracha sa chemise. Allons-y. Attends-moi. Alors dépêche-toi. Hall acheva de se déshabiller. Les 2 hommes se précipitèrent dans le couloir. Des gardes nus les dépassèrent en courant. Ils longèrent les interminables corridors de l'unité et parvinrent enfin à la porte. Le soleil était brûlant. De tous côtés, des flots d'hommes et de femmes nus s'avançaient vers le vaisseau en silence. « Pouah, quel spectacle !» dit un officier. « On s'en souviendra toute notre vie. »« Au moins comme ça, on restera en vie, » dit un autre. « Lawrence !» Hall se retourna à demi. « Ne regardez pas, je vous en prie, avancez. Je marcherai derrière vous. » « Quelle impression ça vous fait, Stella ?» questionna Hall. « C'est assez inhabituel. »« Mais ça en vaut la peine, non ? Espérons. »« Vous pensez qu'on nous croira ? » ?»« J'en doute, » dit-elle. « Moi-même, je commence à me poser des questions. »« L'important, c'est qu'on s'en sorte vivant. »« Vous avez raison. » Hall regarda la passerelle qui s'abaissait devant eux. La tête de la colonne grimpait déjà la pente métallique et s'engouffrait dans le vaisseau par un sas circulaire. « Lawrence !» La voix de la commandante tremblait singulièrement. « Lawrence, j'ai... » « Vous avez quoi ?»« J'ai peur. »« Peur ?» Il s'arrêta. « Pourquoi ?»« Je ne sais pas. » chevrota-t-elle. On les bousculait de tous côtés. N'y pensez plus. Sans doute une réminiscence de votre petite enfance. Il posa le pied sur la passerelle. Montons maintenant. Je veux rentrer à l'unité. Sa voix était complètement paniquée. Hall rit. Mais c'est trop tard à présent, Stella. Il gravit la passerelle en se tenant à la rampe. Les hommes et les femmes qui les entouraient les poussaient vers l'avant. Ils arrivèrent au sas. Nous y voilà. L'homme qui le précédait entra. Hall le suivit dans les sombres entrailles du vaisseau et l'obscurité silencieuse qui y régnait. La commandante lui emboîta le pas. À 15 heures tapantes, le commandant Davis posa son vaisseau au milieu du terrain d'atterrissage. Les mécanismes d'ouverture débloquèrent le sas d'entrée en émettant une détonation sèche. Daniel Davis et ses officiers attendaient sur le pont, autour de la grande console de commande. « Eh bien, » dit le capitaine au bout d'un moment, « où sont-ils donc »
Les officiers s'agitèrent, mal à l'aise. « Il y a peut-être quelque chose qui cloche. Et si cette histoire n'était qu'une farce ?» Ils attendirent longtemps, mais personne ne vint.